Alors, rebonjour, je me représente rapidement. Je suis Olivier Morancet, actuellement directeur du théâtre de Poissy. Est-ce que vous savez où se trouve Poissy? Comment? Oui, oui, RER A, c'est juste. Il ne marche pas très bien quand il va à Poissy. Il vaut mieux prendre la gare Saint-Lazare en SNCF. Poissy, c'est dans les Yvelines. C'est pas très loin de Cergy-Pontoise. C'est une ville de 40 000 habitants qui va sans doute intégrer une agglo de, à mon avis, au moins 150 000 habitants. Et c'est un théâtre de 1000 places. Est-ce que certains y sont déjà allés? Non. Qui a trois particularités. La première, c'est que le lieu théâtre, le lieu de représentation, est dans la mairie, dans l'hôtel de ville. Ce qui fait que quand vous arrivez au théâtre de Poissy, il y a marqué au fronton « Liberté, égalité, fraternité, mairie, théâtre ». C'est quand même peu banal. Et le symbole est fort de voir la culture, le spectacle vivant au cœur de la République. La deuxième particularité, c'est que c'est une salle de 1000 places qui existe depuis 1937 au sein d'une architecture stalinienne et qu'il a été refait une fois en 71, une fois en 87 et que de 1600 places debout, on est passé à 1000 places assises ou 976 places assises. Pourquoi le « ou » ? Parce qu'il y a un proscénium qui se baisse, qui peut être soit au niveau du plancher, c'est-à-dire au niveau des fauteuils, et donc on garde nos 1078 places, soit être levé, on perd 48 places, on en a 976, soit être complètement baissé, et c'est une deuxième particularité du théâtre, c'est une fois qu'il est baissé, ce proscénium, il devient une fosse d'orchestre dite mozartienne. Les opéras de Mozart sont écrits musicalement pour 40 à 42 musiciens. Une fosse mozartienne peut donc contenir, chef inclus, 40 à 42 musiciens. Et puis la troisième particularité de ce lieu, je vous ai parlé d'opéra, c'est qu'il y a une cage de scène lyrique, c'est-à-dire que contrairement à ici, quand vous faites « A », le son tourne. Et où que vous soyez dans le théâtre, on entend comme si on vous avait chanté le A à votre oreille personnelle. Pourquoi? Parce qu'il y a une cage lyrique qui fait 15,80 m. Que le propre du son, contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas de partir devant, mais c'est de partir au-dessus. Et si au-dessus, il n'y a pas quelque chose qui renvoie contre le mur du fond, qui sert de renvoi et de réverbe, ou de réverbération pour que le public entende, ça ne passe pas. Donc je vous invite, je laisserai quelques plaquettes ici à la fin de mon intervention, je vous invite à venir voir des spectacles au théâtre de Poissy, qui est un lieu magnifique, particulier. Il y a, à ma connaissance, 10 à 15 théâtres qui sont comme ça en France, qui sont dans des hôtels de ville. Et avec les caractéristiques que je viens de vous décrire, ça en fait un lieu tout à fait unique. Pour vous donner la qualité acoustique, le précédent directeur, qui est resté 18 ans, avait tissé des partenariats, notamment avec Radio France, mais aussi avec des grosses maisons de disques, type MEA, de disques classiques, et il faisait faire des enregistrements, soit en live, devant public, soit uniquement des enregistrements, comme dans un studio d'enregistrement. C'est pour vous donner la qualité sonore du théâtre. Alors, mon parcours est complètement atypique. On ne se lève pas un matin à un âge quelconque en se disant « Tiens, dans tant d'années, je serai directeur de théâtre ». En tous les cas, moi, je n'en connais pas autour de moi des directeurs de théâtre qui se soient dit ça un jour en disant « Je veux être directeur de théâtre » et qui aient passé des diplômes, des ceci, de cela. D'ailleurs, à ma connaissance, il n'y a pas de diplôme pour devenir directeur de théâtre. Est-ce que vous avez des exemples contraires autour de vous? Non?
De la même façon qu'à part le Conservatoire national supérieur d'art dramatique et l'École nationale supérieure des arts et techniques du spectacle, qui sont les deux écoles officielles françaises, supérieures, comme disait Coluche, il n'y a pas de Conservatoire national inférieur d'art dramatique. On ne sait pas pourquoi. Il n'est que supérieur. Merci. Je sens que ça va être dur cet après-midi. Donc, à part ces deux écoles qui sont diplômantes et quelques écoles nationales qui dépendent des théâtres nationaux, ils sont 12 ou 15 en France, il n'y a pas de diplôme pour devenir comédien, ni pour devenir metteur en scène de théâtre ou d'opéra, ce que je suis également. Alors, comment on en arrive là? Ben, on commence par faire Bac-4, puis 20 ans plus tard, Bac+3. Explication, j'ai 50 ans. Donc Bac-4, j'ai raté mon brevet de technicien hôtelier, ce qui n'a rien à voir avec ce que je fais maintenant, de 4 points. Et à 33 ans, j'ai décidé de reprendre des études et j'ai passé une licence d'art et philosophie option théâtre. Ce qui serait aujourd'hui pour vous l'équivalent d'un entre Master 1 et Master 2, puisque c'était 3 ans, Master 1 c'est 2 ans, et Master 2 c'est 4 ans, c'est ça? Non? C'est quoi le Master 2? 5 ans. Bon. Donc je serai entre les deux. Alors j'ai donc commencé, comme vous l'avez compris, par faire de l'hôtellerie, de la restauration, comme serveur, comme plongeur. J'ai fait tous les niveaux d'un hôtel ou d'un restaurant entre 16 ans et 26 ans, jusqu'à gérer 2 restaurants. Et puis un jour, j'ai décidé de faire ce que j'avais envie de faire. Et j'avais envie de faire ça est venu tout à fait par hasard, parce que là encore, à moins que d'autres comédiens disent l'inverse, et il y en a beaucoup, mais je ne crois pas à la vocation du comédien, ni à la vocation du metteur en scène. En revanche, je crois aux rencontres. Et il se trouve que quand j'étais au lycée hôtelier de Clermont-Ferrand, Haute-Loire, Auvergne, centre de la France, il y a un très grand théâtre, magnifique, qui recevait des opérettes et des opéras venant de Paris en tournée. Et le directeur du théâtre, très astucieusement, demandait à des jeunes de la ville de Clermont-Ferrand, et notamment dans les lycées, s'il y en a qui voulaient faire de la figuration dans des opérettes ou des opéras, histoire de gagner un peu de sous, et puis d'avoir une autre expérience. C'est ce que j'ai fait. Et c'est en faisant de la figuration dans des opérettes et des opéras que j'ai pris goût à la scène et que je me suis dit, tiens, ça c'est un truc que je pourrais faire. À 20 ans, je suis monté à Paris, comme on dit. Je suis parti avec un copain de la gare de Clermont-Ferrand et on devait aller à New York. J'avais mon sac à dos et lui, il n'est jamais venu. Donc je me suis arrêté à Paris parce que c'était sur la route. Je l'attends toujours. Et à Paris, j'avais un métier en main, c'était l'hôtellerie et la restauration, que ce soit en salle ou en cuisine. Je suis un très très bon cuisinier, attention. Et j'ai donc travaillé dans un restaurant et un jour, dans une brasserie dans laquelle je travaillais, il y a un copain qui m'a dit « Tiens, je vais ouvrir une brasserie rue Saint-Louis en Lille. » Pour ceux qui connaissent un peu Paris, c'est sur l'île Saint-Louis. Et sur l'île Saint-Louis, à l'époque, il y avait, c'était en 1982, il y avait le plus fameux des cours d'art dramatique connus en France, qui est le cours. Voilà. J'étais certain que quelqu'un le connaissait, parce qu'en matière de cours d'art dramatique, il est très mauvais. En matière de marketing et de communication, c'est le meilleur. C'est simple, c'est une usine à fric. Donc je n'y ai rien appris pendant 2 ans, mais comme il était sur l'île Saint-Louis, que le restaurant de mon pote était sur l'île Saint-Louis aussi, je lui avais dit, je te préviens, à 15 h, après le service de midi, je disparais et tu ne me revois pas avant 18 h. Et j'allais à l'autre bout de l'île prendre des cours d'art dramatique. Quand je dis prendre des cours d'art dramatique, en fait, j'ai eu de la chance parce qu'il y avait beaucoup de professeurs très très mauvais et je suis tombé sur 2,5 qui étaient probablement les moins mauvais, voire les plus enthousiasmants. L'un qui vit toujours, ils vivent toujours tous les deux d'ailleurs, s'appelle, le demi aussi d'ailleurs, je vais vous dire qui c'est. L'un s'appelle Rémi Chenille, il est metteur en scène et c'était un metteur en scène prof d'art dramatique complètement fou.
mais fou au sens de la créativité. J'ai vu qu'à l'entrée de la salle, il y avait marqué créativité théâtre. Donc on va essayer de parler un peu de créativité. Et puis le deuxième, qui était à l'époque à la Comédie Française, pensionnaire, qui s'appelait Raymond Acquaviva, qui est maintenant metteur en scène et directeur de théâtre dans le 18e, et qui, lui, venant de la Comédie Française, avait un parcours très classique. Grâce à eux, on a, la promo avec laquelle j'étais, acquis quelques petites choses. Et puis un troisième avec qui je ne me suis pas du tout entendu et avec qui ça aurait dû durer 2 ans et ça a duré moins d'1 an et on a failli se taper sur la tronche, qui est Francis Huster, qui était en classe libre, qui dirigeait la classe libre. Vous connaissez Francis Huster? Ouais, Francis! Voilà. Donc Francis Huster, point, j'en dirai pas plus. Excellent comédien, notamment de théâtre. Point. Sur le plan humain, il y a beaucoup à dire. Et puis au bout de 2 ans, en n'apprenant rien, j'ai décidé, il y avait des ateliers qui étaient proposés aux élèves à partir de la 2e année. J'ai décidé de créer un groupe autour de moi, de comédiens comme moi, de ma génération, et j'ai fini par monter une compagnie théâtrale qui existe toujours, qui s'appelle le théâtre en pointe, comme une pointe. Symboliquement, ça veut dire le théâtre qui avance, le théâtre qui va de l'avant, etc. Et j'ai commencé à monter un premier spectacle en tant qu'apprenti metteur en scène, qui a bien marché, qui a très très bien fonctionné, mais qui a fonctionné sur un quiproquo. Le spectacle s'appelait « Des malheurs de Sophie, revus et corrigés ». Alors pour les étrangers, les malheurs de Sophie, c'est la comtesse de Ségur, et c'est comme ça qu'on a bien fonctionné. Sauf que le revu et corrigé n'était pas expliqué, et en réalité, c'était « Des malheurs de Sophie, revus et corrigés par Sade ». Voilà. Donc je vous laisse imaginer le personnage de Madame Fichini en bottes noires, avec une cravache. Je vous laisse imaginer le personnage du jeune homme qui faisait des choses tout seul dans les coins. Je vous laisse imaginer le personnage de la jeune fille dont le nom m'échappe, qui était une véritable petite peste. Et en fait, c'était monté de cette façon-là, de façon très suggestive, donc il n'y avait rien de déplacé, mais les gens comprenaient tout. Et c'est sur ce quiproquo-là qu'on a beaucoup fonctionné, puisque ça devenait évidemment extrêmement drôle. Et à la suite de ça, je me suis dit quand même, faire de la mise en scène, ça doit être un métier. Et donc je me suis proposé comme assistant à la mise en scène d'un certain nombre de metteurs en scène qui étaient un peu connus à l'époque, je vous parle des années 80. Et puis ensuite, j'ai continué à faire de la mise en scène. J'ai fini par lâcher en 1986, ça veut dire que pendant 4 ans, j'ai fait les 2 choses ensemble, restauration et théâtre. J'ai fini en 86 par lâcher définitivement la restauration pour ne faire que du théâtre et de la télévision, où j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de gens tout à fait sympathiques, dont on reparlera peut-être. Et puis, l'opportunité m'a été donnée de venir au Festival Off d'Avignon, dont je vais vous reparler aussi. Et là, j'ai créé 2 salles. Une petite salle qui s'appelle le Studio Saint-Thomas, qui n'existe plus, et une autre qui s'appelait la Chapelle Saint-Thomas, où j'ai eu la surprise de constater que c'était le seul lieu en Avignon où Molière avait joué. Il y avait, il n'y a pas si longtemps, maintenant ils ont refait la façade, donc ils ont enlevé la plaque, mais il y avait une plaque où il y avait marqué « Ici, le jeu de paume où a joué Molière en telle année ». C'était le seul endroit à Avignon, donc c'était assez émouvant. Et puis en 1994, place de l'Horloge, pour ceux qui connaissent Avignon. Il y en a qui connaissent Avignon? Personne? Si? Vous êtes du coin? Non? Mademoiselle? Un peu? D'accord. Ah bah oui, 2 mois, on a vite fait le tour à Avignon. Hein. 2 mois, on connaît. Eh bien, il y a une dame qui habitait et qui travaillait dans le Val d'Oise, à Herblay, donc pas loin d'ici, qui m'a demandé si je montrais pour elle, en tant que metteur en scène, un spectacle qui était Le Malentendu d'Albert Camus. Vous connaissez la pièce un peu? Non? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'histoire de l'auberge rouge? Non? Ni au cinéma? C'est l'histoire d'une auberge qui a vraiment existé sur le haut plateau du Morvan, où la famille, en l'occurrence la mère et la fille, zigouillaient les rares visiteurs, voyageurs, pour leur piquer leur pognon. Ils les enterraient au fond de la cour. Et à partir de cette histoire,
Albert Camus a écrit un texte magnifique que je vous engage à lire. Ça se lit très facilement, Le malentendu d'Albert Camus, qui raconte l'histoire du retour du fils prodigue. Le fils est parti, la mère et la sœur ont vécu toutes seules à zigouiller leurs voyageurs. Lui ne le sait pas et il revient. Il revient alors que ce n'est pas prévu du tout. Et il doit passer à la casserole comme les autres. Il doit se faire zigouiller comme les autres, sauf qu'à un moment donné, il se rend compte qu'il y a des trucs bizarres par rapport à elle. Et je ne vous raconte pas la fin, vous verrez. Et donc j'ai mis en scène ce spectacle-là à Herblay, dans le Val d'Oise, en 1994. Et à partir de là, je suis resté 13 ans avec ma compagnie théâtrale à Herblay, dans le Val d'Oise, donc tout à côté de Cergy-Pontoise. Et là, j'ai monté une vingtaine de spectacles, dont 8 opéras. Et la compagnie théâtrale avait une convention, un contrat signé avec la ville d'Herblay, le théâtre d'Herblay, et le département du Val d'Oise, où nous sommes. Et en décembre 2008, tout s'est arrêté. Tous mes contrats, les conventions avec la compagnie venaient à terme. Et on m'a dit, ah ciao, bonsoir. Circuler, il n'y a plus rien à voir. C'est-à-dire qu'à 48 ans, j'en ai 50, à 48 ans, on m'a remercié, moi et mon équipe, en disant, on ne va pas reconduire vos différentes conventions. Or, il se trouve que depuis 1993, parallèlement au métier de comédien et de metteur en scène, et de chargé de mission au théâtre d'Herblay où j'étais en tant qu'adjoint à la directrice, je faisais, et j'en fais toujours, de la formation en communication et ressources humaines par le biais des techniques du théâtre, notamment pour des élus, les élus de la France, de la République française. Et en octobre 2008, je raconte mon aventure à un élu que j'avais en coach, c'est-à-dire en rapport particulier, et qui me dit, écoute, directeur de la communication d'une ville de 15 000 habitants dans la Marne, ça t'intéresse? Et là, je lui dis, écoute, moi, la seule chose que je connaissais de la Marne, c'était les taxis de la Marne. Je ne sais même pas que ça existait. Les taxis de la Marne, c'est en 1914, le gouvernement de l'époque a réquisitionné les taxis pour pouvoir emmener les militaires se battre au front de l'Est. C'est vrai. Et c'est tout ce que je connaissais de la Marne, moi. Puis une semaine après, il m'a dit, écoute, non, finalement, ce sera directeur de cabinet. Vous savez ce que c'est, vous, un directeur de cabinet? Directeur du cabinet du maire. Vous savez ce que c'est ou pas? Hein? Oui, mais fait quoi? C'est un peu de ça, mais moi, j'en savais moins que ça quand il me l'a dit. Et je lui ai dit, mais ça consiste en quoi? Il m'a dit, à faire tout ce que tu sais faire. Super confiance. Et je suis parti travailler 14 mois comme directeur de cabinet. Effectivement, c'est un rôle de politique, puisque le rôle d'un directeur de cabinet, c'est de remplacer le maire et d'être la parole du maire vis-à-vis des électeurs, mais aussi vis-à-vis de la population et vis-à-vis du reste de ses élus. C'est-à-dire quand le maire n'est pas là parce qu'il a d'autres chats à fouetter, qu'il a d'autres choses à faire ailleurs, on s'adresse au directeur de cabinet pour savoir comment on doit réagir vis-à-vis de telle ou telle situation. Donc il faut se mettre à la place du maire de la ville pour se dire, tiens, comment il ferait? J'ai un syndicat qui déboule dans la mairie, ils sont 50 avec des drapeaux et des banderoles, et ils ont des revendications. J'en fais quoi? Et j'ai intérêt à leur donner une réponse, sinon ils me foutent le souk dans la mairie. Voilà, c'est ce genre d'aventure. Ou alors, j'ai un camp de gens du voyage qui vous tiennent en joue à 7 h du soir au mois de février dans la Marne, je peux vous dire qu'il caille, il pleut, et qui vous disent, si jamais le maire ne vient pas, je vous bute. C'est des expériences sympathiques. Alors, il y a des choses plus agréables. On se retrouve en préfecture, et comme vous êtes le représentant du maire, vous devez répondre à sa place sur des sujets extrêmement techniques pour lesquels vous n'avez pas du tout été formé. Donc, on improvise. On écoute beaucoup ce qui se dit, on essaye de reformuler, et on essaye de donner une réponse à peu près cohérente, surtout sans donner de délai, sans donner de chiffres,
et sans donner de date. Pour ça, on verra avec le maire. Parce qu'évidemment, on ne peut pas s'engager totalement. Enfin, c'est vraiment un métier extrêmement passionnant. J'en ai eu fait le tour au bout de 14 mois, puisque la ville est quand même toute petite, 15 000 habitants. Et je lui ai dit, voilà, moi je veux retourner à la culture. J'ai vu une annonce sur un site, le site d'une ville, qui était Calais, dans le Nord-Pas-de-Calais, comme son nom l'indique. Est-ce que certains d'entre vous connaissent Calais? Ouais. Qui? Oui. Vous... Je viens d'aller à Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, et vous êtes passé par Calais. D'accord. C'est assez symptomatique de la ville de Calais. C'est-à-dire qu'à Calais, les gens ne font que passer. Dans un sens ou dans l'autre. Et moi qui suis marin de cœur, de voile, je me suis dit, super, je vais dans un port, je vais pouvoir faire du bateau. Non. Les seuls bateaux qu'il y a à Calais et qui naviguent vraiment sont les ferries, quand ils ne sont pas en grève. Et le gros problème, par ailleurs, de la ville de Calais pour le tourisme, et donc pour le théâtre de Calais que j'ai fini par diriger, c'est de retenir les gens au moins 2-3 soirées qui puissent venir au théâtre. Ce n'est pas un port, Calais, c'est un port. Mais ce n'est pas un port comme Brest, Concarneau ou d'autres ports français, ou Toulon, parce que c'est un port de transit. Et les gens ne font vraiment que passer, quoi. Donc j'ai répondu à une annonce, 30 dossiers, ils ont reçu. Ils ont retenu 3 candidatures dont la mienne, et j'ai été retenu à l'issue de l'entretien avec le jury. Et là, je ne suis resté que 9 mois, le temps d'une gestation. Pourquoi? Parce que le théâtre de Calais était un théâtre magnifique de 1905. Je vais vous parler de cette période de la construction des théâtres en Europe et en France, à partir du théâtre de Calais. C'est un théâtre dit à l'italienne. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un théâtre à l'italienne? Oui, non? Personne. Bon. Un théâtre à l'italienne, c'est un théâtre en fer à cheval. D'accord? Vous avez le parterre ou l'orchestre, puisque c'est au niveau de l'orchestre. Puis vous avez les différents balcons. Tout ça en fer à cheval. Et ce sont des théâtres qui tous en France et en Europe ont été construits à peu près à la même époque, en gros entre 1880 et 1930. Pour quelles raisons? Il y a 2 raisons essentielles. La première, c'est que ça correspond, sur le plan de l'industrialisation européenne, à la pleine période où on a créé de l'industrie, des filatures, tout ce qui a fait la grande force de l'industrie européenne. Donc, beaucoup d'argent sont arrivés dans un certain nombre de caisses. La deuxième raison, c'est qu'à la même période, l'opéra, qui était redevenu un art très bourgeois, a, pendant ces années-là, rebasculé vers ce qu'il est à l'origine, c'est-à-dire un art extrêmement populaire. Populaire au sens du peuple. C'est-à-dire qu'on a dû créer des lieux pour que les opéras, et notamment les opérettes, puissent se jouer quelque part pour que le peuple puisse venir les voir. D'où la construction de ces théâtres-là. Et dans ces théâtres-là, qui sont tous très très hauts, à cause de la cage de scène dont je parlais tout à l'heure, pour qu'il y ait un son particulier, on a dû engager des gens qui n'avaient pas peur de monter à 20 mètres pour accrocher des projecteurs ou des décors ou ce qu'on appelle des rideaux noirs, des pendrillons, qui n'avaient pas peur de tirer sur des cordages pour faire monter les perches sur lesquelles les décors étaient accrochés. Et à votre avis, on est allé chercher qui comme manutentionnaire dans ces théâtres? Vous n'êtes pas loin. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous n'êtes pas loin. Alors les dockers, c'est les gars qui travaillent sur les docks, c'est-à-dire sur les ports. Mais ils travaillent avec qui arrive de la mer? Des marins. Et quel type de marin à quel type de marin on a proposé de venir travailler dans les théâtres en Europe? On est en période d'industrialisation européenne. On est en période de mutation, de transformation des modes de transport.
Qu'est-ce qui s'est passé à la fin du 19e, même avant, et au début du 20e? Oui, la vapeur. C'est-à-dire qu'on a abandonné la marine marchande à voile pour créer une marine marchande à vapeur. La marine marchande à voile, comme son nom l'indique, fonctionne avec des voiles et des mâts qui faisaient 20 à 30 mètres de haut. Donc nos braves marins, ils avaient l'habitude de monter à 30 mètres de haut pour tirer des toiles, d'où l'expression qui est restée dans les théâtres, la notion de toile. On lève une toile dans un théâtre et on dit le soir de la représentation pour lever le rideau, allez, on lève le torchon, on lève la toile, c'est-à-dire on lève le rideau. Et donc ces braves gens, on les a fait travailler à la construction, à l'aménagement et ensuite techniquement au quotidien pour les spectacles dans les théâtres qui venaient d'être construits à cette période-là. Et à Paris, notamment, vous avez une bonne quinzaine de théâtres qui sont des théâtres à l'italienne. Si vous êtes curieux, ce que je vous engage à être, vous demanderez ou vous vous renseignerez ou vous irez sur Internet voir la date de création de ces théâtres-là. Il y a le premier d'entre eux, la Comédie Française, dont je vais vous reparler, le Théâtre de la Porte Saint-Martin. S'il y a des noms que vous connaissez, vous me le dites. Le Théâtre du Gymnase. La Porte Saint-Martin, Gymnase. Le Théâtre de la Madeleine. Le Théâtre des Variétés. Le Théâtre Michel, il est plus récent. Le Théâtre du Palais Royal. Bon, il y en a une quinzaine qui sont des théâtres à l'italienne et qui ont tous été construits dans ces périodes-là à 10 ans près, 10 ans avant ou 10 ans après. Pour ces raisons-là, apport d'argent à l'époque lié à l'industrialisation européenne, apport de main-d'œuvre qualifiée parce qu'on avait ces marins de la marine marchande qu'on ne savait pas où recycler et qui se sont trouvés là être au bon moment, au bon endroit, et résurgence, renouveau, renaissance de l'opéra populaire, avec Offenbach notamment et des opérettes d'Offenbach. Parenthèse fermée pour le petit cours de théâtre de l'histoire de la construction des théâtres à l'italienne en France et en Europe. Je reviens sur la Comédie Française, mais avant je continue sur le langage qu'on emploie au théâtre. Je vous ai dit, on a fait venir des marins. Et les marins, ils sont venus avec leur langage. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui font de la voile? La voile de plaisir? Non? Personne? Ce matin, j'en avais 5 ou 6. Là, il n'y a personne. Il y a des mots qui sont interdits sur un bateau à voile. Est-ce que vous le saviez? Oui ou non? Non? Ils sont interdits pour cause de superstition. Pour cause de superstition, mais aussi pour des raisons réelles, objectives. Par exemple, ici, je peux le dire, je suis dans un amphi. Je voudrais demander aux gens qui parlent au fond, soit vous quittez la salle, soit vous arrêtez de parler. Parce que moi, ce que je reçois d'ici, je vais vous le faire, c'est très, très fatigant. C'est gentil, merci. Et donc, les marins venant avec leur propre langage sont aussi venus avec leur superstition. Par exemple, il y a un mot qu'on n'emploie pas sur un bateau et qu'on n'emploie pas sur une scène de théâtre, c'est le mot corde. Est-ce que vous savez pourquoi? Sur un bateau, oui? Exactement. La corde sur un bateau n'avait que 2 fonctions. La pendaison ou la flagellation. C'est-à-dire qu'on punissait les marins avec une petite corde qu'on appelait une corde. Donc sur les bateaux à voile, on n'employait pas le mot corde, on emploie le mot bout, B-O-U-T, ou fil. Les gros cordages qui servent à monter les mâts et les voiles, c'est pareil au théâtre. Les gros cordages qui servent à monter les perches sur lesquelles il y a des pendrillons, ça s'appelle des bouts ou des fils. Il y a un certain nombre de mots comme ça qu'on n'emploie pas. Et puis dans les théâtres à l'ancienne, c'est-à-dire qui sont anciens, ils ont conservé une tradition que je trouve assez émouvante, qui est que un bateau, quand il est à l'arrêt et qu'il n'est pas
au port, mais accosté au port, il fait comment pour rester à l'arrêt dans la rade? Il s'accroche à... Qu'est-ce qu'on jette par-dessus bord? Une ancre. Et donc, dans certains théâtres, c'est le cas à Calais, il y en a d'autres, il y a une ancre accrochée côté cour sur la scène du théâtre, sur lequel, qui est collé au mur, hein, sur lequel on accroche le brigadier. Le brigadier, c'est un bâton de bois qui est gros comme ça, qui fait à peu près cette longueur. Le bout du brigadier est recouvert de cuir, le haut du brigadier est recouvert de velours rouge, et un brigadier, ça sert à quoi? À frapper les... Qu'est-ce qu'on frappe au théâtre avant la représentation? Oui? Plus fort? Les 3 coups. En fait, il y en a 12 en principe, et 3 ensuite. 12 et 3. Ça vous fait penser à rien? 12 coups, puis 3 coups espacés. Dans la mythologie chrétienne, hein? J'entends pas. La mythologie chrétienne, les 12 apôtres et les 3 coups, c'est... Non, ça aurait pu. La Trinité. Or, c'est paradoxal, puisque dans les théâtres, on frappe ces coups-là pour ces raisons-là, et pourtant, jusqu'à une période extrêmement récente, les artistes et les comédiens n'avaient pas le droit d'être enterrés religieusement. Ils étaient jetés à la fosse commune, puisqu'ils étaient considérés comme des impies. Paradoxe. Donc au-delà des mots qu'on emploie au théâtre et qui continuent à perdurer, ce langage-là a un énorme avantage, c'est quand vous êtes technicien ou metteur en scène ou comédien de théâtre ou chanteur lyrique, que vous jouez dans un théâtre, vous allez dans toutes les scènes d'Europe, je dis bien d'Europe, et chacun dans sa langue, anglais, danois, allemand, français, espagnol, italien et autres, emploie les mêmes mots pour désigner les mêmes choses. C'est devenu un langage universel technique grâce à nos amis marins. C'est l'une des particularités du monde du spectacle vivant, c'est d'avoir ce langage particulier. Un régisseur son ou lumière ou plateau de Berlin s'entendra, même s'il ne parle pas la même langue, exactement à la virgule près avec un régisseur français de Cergy-Pontoise. Parce qu'il y a un langage, il y a un tronc commun qui a évolué avec les techniques évidemment, et l'informatique et le numérique, mais il y a un tronc commun de langage qui fait qu'on va se comprendre. Alors concernant un mot que j'ai employé, j'ai parlé de jardin et de cour. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Sur un théâtre, on ne dit pas gauche et droite. On dit jardin et cour, sachant que c'est vous, spectateurs, qui dites jardin pour votre côté gauche et cour pour votre côté droit. Est-ce que ça aussi, ça participe du langage qu'on trouve dans les théâtres? Est-ce que vous savez ce que cela signifie et d'où ça vient? Non? Petit retour en arrière dans l'histoire du théâtre. Sous Louis XIV, ça vous dit quelque chose, Louis XIV? Ouais, je ne sais pas. Le roi Soleil, là. Hein? Il y avait 2 grandes maisons du théâtre à Paris. L'une qui était emmenée, dirigée par Molière, qui était le théâtre dit français, et l'autre par un Italien, qui était le théâtre dit de la Commedia dell'arte. Vous savez ce que c'est la Commedia dell'arte? Voilà. Harlequin est un des personnages typiques de la Commedia dell'arte. C'est une façon de jouer la comédie avec des masques. Et donc, on est obligé de surjouer beaucoup, notamment avec le corps. Et les 2 écoles de théâtre, pour être un peu vulgaire, se tiraient la bourre, comme on dit. C'est-à-dire, ils essayaient l'un et l'autre d'être le mieux, le plus reconnu par Louis XIV et la cour pour pouvoir toucher le maximum d'argent. Jusqu'au jour où Louis XIV en a eu marre, il leur a dit « Débrouillez-vous et entendez-vous ».
pour créer une seule et même entité. Et grâce à ça, il a créé un théâtre qui existe toujours, une troupe qui est unique au monde et qui existe toujours, qui est la Comédie Française. Exactement. Or, le lieu physique, géographique dans Paris de la Comédie Française est situé place Colette, qui ne s'appelait pas place Colette à l'époque, mais qui est situé au Palais Royal, c'est-à-dire à côté du Louvre, donc à côté du palais de l'époque. Et il est dans un axe, la scène est dans un axe qui fait que quand vous êtes dans la salle, que vous regardez la scène, à gauche de la Comédie Française, vous avez les jardins du Palais Royal, d'où l'expression jardin pour ce côté-là. Et à droite du Palais Royal, de la scène de la Comédie Française, vous avez la cour du Palais Royal, comme son nom l'indique, qui est actuellement la cour du ministère de la Culture et du Conseil d'État. D'où l'expression jardin et cour. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans tous les théâtres, alors là, du monde pour le coup, parce que j'ai fait 2 tournées à l'étranger à raison de 14 pays, 7 par tournée, et bien dans tous les pays du monde, on appelle jardin et cour les mêmes côtés du même lieu d'un théâtre. Et ça vient de là. C'est marrant, hein? Mort de rire. Donc voilà pour la Comédie Française, voilà pour le langage du théâtre, voilà pour la construction des théâtres à l'italienne. Est-ce que vous avez des questions? Oui? Pardon? Ah, alors le vert. Il y a plusieurs exceptions. D'abord, dans la couleur verte, au temps de Molière, on utilisait du cyanure pour donner cette couleur-là. Donc la première version dirait que le vert était un porte-malheur à cause du cyanure. Deuxième raison, lorsque Molière est mort, il jouait une pièce de lui qui s'appelle le Misanthrope. Le misanthrope, le personnage du misanthrope est dénommé l'homme au ruban vert, parce qu'il a des rubans verts dans son costume. Donc on a dit que Molière était mort en jouant le misanthrope qui avait ses rubans verts et que c'est le vert qui avait donc porté malheur au misanthrope et donc à Molière. Ce qui est faux, puisque Molière n'est pas mort, il est mort ce jour-là, mais il n'est pas mort sur scène. Il est mort chez lui, contrairement à ce qu'on croit. C'est les 2 raisons les plus crédibles du fait qu'on dise que le vert porte malheur sur une scène de théâtre. Mais c'est une très bonne question parce que moi j'ai travaillé avec des metteurs en scène quand j'étais assistant à la mise en scène qui refusaient absolument qu'il y ait du vert sur scène, ne fût-ce que 5 cm² sur un bout de décor. Donc c'est des superstitions, c'est un monde, le théâtre et le spectacle vivant, où la superstition est assez forte et restée assez prégnante. Voilà l'explication du vert. D'autres questions? Alors moi j'en ai une pour vous. Qui est déjà allé au théâtre? C'est pas mal. Qui est déjà allé au théâtre sur la dernière année, l'année 2011? Il y en a déjà un peu moins, mais il en reste pas mal. Qui va au théâtre, parmi ceux qui y sont allés dans l'année 2011, et donc qui a priori y vont relativement souvent, plus d'1 fois par an? Ah, c'est pas mal. C'est mieux que la session de ce matin. Qui y va près de 5 fois par an? Ça se raréfie. Qui y va plus de 5 fois par an, c'est-à-dire 5 fois et plus? D'accord. Pour vous donner une idée, je ne sais pas, vous êtes quoi, à la 60 à peu près? Un peu moins? Pour vous donner une idée statistique, en 1981, le ministère de la Culture a demandé qu'on fasse une statistique sur le public qui allait au théâtre, au spectacle vivant en général et au théâtre en particulier. À l'époque, en 81, on devait être 58-59 millions de Français. On n'avait pas atteint les 60. D'accord? Résultat des courses, 1% de gens en France
aller au théâtre plus d'une fois par an. En 2009, le même ministère de la Culture, qui par parenthèse a 50 ans, 52 ans cette année, en 2012, c'est récent, a fait faire une nouvelle demande statistique, et là on est combien de 60 millions, 63, 65 ? Combien ? 65 millions de Français. Donc il y a eu augmentation, on peut se dire qu'il y a eu augmentation du public. On est toujours à 1%. Ça veut dire que depuis que le ministère de la Culture existe, c'est-à-dire 1959, création du ministère de la Culture qui s'appelait le Secrétariat d'État aux affaires culturelles avec André Malraux comme ministre, 1959. Jusqu'à aujourd'hui, en 2012, on n'arrive pas, malgré toutes les formules qui ont été inventées, envisagées, mises en place, à faire augmenter le nombre de spectateurs potentiels sur le spectacle vivant. Et pourtant, il n'y a jamais eu en France autant de propositions de spectacles, toutes sortes de spectacles vivants confondus. Ça prouve simplement que quelle que soit l'action culturelle qu'on ait pu faire, nous les professionnels de la profession, on n'arrive toujours pas à faire augmenter massivement la population de spectateurs. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas la science infuse, sinon je serais ministre de la Culture. Je n'ai pas du tout envie. Le seul moment où il y a eu un frémissement d'élévation du nombre de spectateurs, c'est entre 81 et 84. C'était Jack Lang qui était ministre de la Culture, et il a, grâce au soutien du président de l'époque, réussi à faire augmenter le budget de la culture, pas de beaucoup, mais suffisamment. Je crois que c'était 10%, donc c'était quand même énorme. Et grâce à cet argent, il a mis en place le réseau qui existe encore dans toute la France, le maillage qui existe encore dans toute la France de toutes les scènes nationales, conventionnées, centres dramatiques nationaux, dans les coins les plus reculés de France. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, vous pouvez aller dans un coin le plus paumé de France, il y a forcément un lieu de représentation de spectacle vivant à une demi-heure, trois quarts d'heure minimum de voiture. Ça n'existait pas avant. Avant, il y avait Paris, un peu la région parisienne, les grandes capitales régionales, Bordeaux, Nantes, Lyon. Lyon, très important. Il y a des gens de Lyon? Oui, donc vous connaissez des théâtres à Lyon, au moins deux noms? Le Célestin, par exemple. Le TNP, Théâtre National Populaire. Théâtre de la Croix-Rousse. Célestin et Théâtre National Populaire qui ont été créés par le même homme, les deux mêmes hommes qui se sont séparés après, qui est Roger Planchon et Marcel Maréchal. Chacun ayant eu des destinées de directeurs de théâtre différentes ensuite. L'un a continué longtemps à diriger, Roger Planchon, le TNP, et Marcel Maréchal a dirigé le Rond-Point des Champs-Élysées, le théâtre du Rond-Point des Champs-Élysées, puis il a crié à Marseille, puis le Centre dramatique national itinérant des Tréteaux de France jusqu'à l'année 2011. Et là, il a repris sa compagnie indépendante, puisque c'est Robin Renucci qui a repris les Tréteaux de France. Donc, sauf dans les grandes capitales régionales, étais-je en train de dire, où il y avait des théâtres, il y a des pans entiers du territoire où il n'y avait aucune dispense de culture, de spectacle vivant et notamment de théâtre. Ça s'est amélioré entre 81 et 84, puis après récession de nouveau oblige en 85-86, ça a stagné. Alors ça m'amène à vous expliquer comment fonctionne le spectacle vivant en France. Ah, il n'y en a plus. On va y arriver. Ça fonctionne comme une pyramide.
Au-dessus de la pyramide, c'est la boule du sapin. Vous avez cette chose unique au monde, iconoclaste, qui est la Comédie Française. C'est le seul théâtre du monde qui fonctionne sous forme de coopérative de comédiens. Est-ce que vous le saviez? De société de comédiens. Ce qui fait que quand la société de comédiens décide d'intégrer un nouveau membre dans sa société de comédiens, on les appelle les... Oui, plus fort? Plus fort? Les sociétaires. Et que ceux qui sont admis à participer à une saison, ou à 2, ou 3, ou 4, ou 15 saisons, mais qui ne sont pas sociétaires, on les appelle des... Oui. Qui est-ce qui l'a dit? Très bien, des pensionnaires. C'est le seul théâtre du monde qui fonctionne comme ça. Depuis notre camarade Louis XIV. L'administrateur de cette société de comédiens est, lui, en revanche, nommé par le président de la République. Alors ensuite, vous avez à peu près une quarantaine de centres dramatiques nationaux, CDN. Les CDN ont vocation à irriguer les territoires nationaux et européens en créant des projets d'envergure minimum nationale, voire européen, c'est-à-dire en travaillant avec les grands théâtres équivalents et en jauge et en moyen qu'il y a en Europe. Ensuite, vous avez les scènes nationales. C'est le cas, là, en face, juste là, à la sortie de l'ESSEC, de l'Apostrophe. Est-ce que vous connaissez ce théâtre qui est à peu près à 500 mètres d'ici? Oui ou non? Oui? Je suis assez surpris qu'ils ne soient pas venus, les gens de l'Apostrophe et son directeur, vous rencontrer pour dire qu'ils existent et qu'ils proposent des spectacles à tarifs extrêmement préférentiels pour des étudiants. Parce que là, ils ont un public captif, comme on dit. Et il est à 500 mètres. Les scènes nationales, c'est donc des scènes, des théâtres, qui ont pour vocation à travailler sur le régional en partenariat avec d'autres scènes nationales au niveau national. Ensuite, vous avez les scènes conventionnées. C'est comme les scènes nationales, sauf que leur vocation, si elle est identique, part du projet artistique. Par exemple, à Besançon, pas loin d'ici, vous avez une scène nationale conventionnée danse. Une scène conventionnée, pardon, danse, plateau danse. D'autres sont scènes conventionnées marionnettes. D'autres sont scènes conventionnées écriture contemporaine. D'autres sont scènes conventionnées musiques actuelles, ce qu'on appelle des SMAC, scènes de musiques actuelles. Elles sont relativement nombreuses. Alors là, il y en a 40 des centres dramatiques nationaux. Les CDN, il y en a au minimum le double. Et les scènes conventionnées, il y en a environ une cinquantaine en France. Et puis en dessous, vous avez les compagnies subventionnées. Non, je dis une bêtise énorme. En dessous, il y a moi. C'est pour ça que je dis une bêtise. En dessous, il y a moi. Qu'est-ce que je dirige comme théâtre? Allô? Le théâtre de Poissy est situé où? Une mairie. C'est une... Ouais, on y est presque. Mairie, municipalité. Alors, juste en dessous. Ah non, en canton, là, il n'y a pas de théâtre cantonaux. Vous habitez dans une... Oui! Il a gagné le pompon et la queue du Mickey. Théâtre de ville. Sachant qu'en France, il y a 36 000 communes. D'accord? Il y a 22 régions
il y a 101 départements et que le plus gros réseau de théâtres, alors qui s'appelle différemment, soit théâtre, soit centre culturel, soit maison de la culture, soit qui portent des noms différents, le plus gros réseau qui irrigue la culture, ce sont les théâtres de ville. C'est-à-dire que grâce à la décentralisation, qui a eu lieu en plusieurs étapes et qui a démarré en 81 avec Jack Lang, je ne crois pas qu'il y ait un bled, une ville de minimum 5000 habitants qui n'ait pas sa salle polyvalente, c'est-à-dire son théâtre, son lieu de représentation, spectacle vivant. Sachant que polyvalent, pour une salle de théâtre, c'est l'hérésie totale, parce que ça ne polyvale bien pour rien. Quand vous êtes metteur en scène de théâtre et que vous êtes dans une salle polyvalente, c'est l'horreur. Parce que l'équipement n'est pas spécifiquement fait pour du spectacle de théâtre. Quand vous êtes metteur en scène d'opéra, c'est encore pire, parce qu'en général, la sono n'a pas du tout été pensée pour des voix lyriques. Quand vous êtes chorégraphe, c'est terrible, parce que le sol n'a pas été pensé pour des danseurs. C'est-à-dire qu'en gros, c'est bien pour rien, sauf pour des salles des fêtes et des bals popus. Mais ça a un mérite, c'est d'exister. Et c'est par ce biais-là, donc je ne dis pas qu'il y en a 36 000, hein, parce que dans les 36 000, il y a aussi les communes de moins de 5 000 habitants, mais c'est par ce biais-là que la culture du spectacle vivant est irriguée majoritairement en France. Le directeur de la scène nationale d'en face m'arracherait les yeux s'il m'entendait dire ça, parce qu'évidemment, ça et ça, c'est ce qu'on pourrait appeler la noblesse du spectacle vivant, puisqu'ils ont les moyens, ils ont des lieux extrêmement bien équipés, et ils ont des missions grâce aux directions régionales des affaires culturelles, qui est une émanation du ministère dans les régions, ils ont une mission noble. Ici, ils voudraient bien s'apparenter à ça, mais nous, les théâtres de ville, on est considérés comme le bas peuple, pour rester dans la notion de noblesse et de distinguo populaire. Et puis en dessous, vous avez toutes les compagnies, celles qui sont subventionnées, et puis la majeure partie d'entre elles, celles qui ne touchent aucun subside, ou très peu, ni des villes, ni des agglomérations, ni des départements, j'ai entendu le mot de canton, ni des régions, et encore moins de la Direction régionale des affaires culturelles. Voilà comment se dispense la culture du spectacle vivant en France. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, très bonne question. J'ai oublié quand même quelque chose là entre les deux, excusez-moi. C'est pas n'importe quoi. Les théâtres nationaux. Ils sont une quinzaine en France. Théâtre national populaire est un théâtre national. Chaillot, vous connaissez Chaillot à Paris ? Oui, non ? C'est un théâtre national. Comment ? L'Odéon est un théâtre national à vocation européenne. C'est le seul en France, absolument. Le Théâtre national de Strasbourg, le Théâtre national de Reims. Je crois qu'il y en a un à Nantes. Est-ce qu'il y a des gens de Nantes ? Non ? Presque ? Presque Nantes. C'est où presque Nantes ? La Vendée. Ah non, c'est pas Nantes, la Vendée. Oh, vous allez réouvrir le vieux débat entre les Vendéens et les Bretons, les Chouans et les Bretons. Ça va pas du tout, ça. Je suis breton vendéen. Je vais vous dire, je suis mixte. Né à Djibouti. C'est pas en Vendée ni en Bretagne. Donc voilà, il y a une quinzaine de théâtres nationaux qui ont des vocations, comme leur nom l'indique, nationales, voire européennes aussi. Alors les théâtres privés, ils sont une cinquantaine et majoritairement, non, ils sont un peu plus, mais il y en a majoritairement une cinquantaine à Paris. Alors le théâtre privé, c'est comme une entreprise privée. Son but, c'est de gagner de l'argent. Sauf que pour gagner de l'argent, il faut remplir les salles.
Et que, par exemple, cette saison-ci, sachant que les saisons de théâtre, de spectacle vivant en général, que ce soit le cirque, la danse, la marionnette, le théâtre, ça va en gros d'octobre à juin. Donc c'est à cheval sur 2 années civiles et 2 années fiscales. Et le problème des théâtres privés, c'est qu'ils sont peu subventionnés, ce qui est normal puisque c'est une entreprise privée, et que si jamais ils font monter par des metteurs en scène des théâtres, des spectacles qui ne marchent pas, ben ils sont sans arrêt à 2 doigts de la faillite. Alors ils ont créé une chose intelligente entre eux. Sur Paris, ils sont une 50aine. Ils ont créé ce qu'on appelle le fonds de soutien. C'est-à-dire chaque fois que vous achetez un billet, vous, spectateur, dans un théâtre privé, adhérent à l'association des théâtres privés, il y a un pourcentage, ça se situe entre 1 et 2 euros, qui va dans un fonds de soutien, géré par eux, les 50, qui permet d'éviter, saison après saison, que certains de ces théâtres privés se retrouvent en faillite parce que ce qu'ils ont programmé n'a pas fonctionné. Le fonds de soutien est là pour les aider à monter leur spectacle en termes de production financière, mais aussi, comme son nom l'indique, à les soutenir financièrement pour continuer à payer les salaires des gens qui travaillent à plein temps, par exemple, de façon à ce qu'ils arrivent à rééquilibrer. Et puis la saison d'après, si ça marche mieux, ben, ils remboursent tout ou partie de ce qui a été donné par le fonds de soutien pour les aider la saison précédente. C'est un système tout à fait intelligent, assez coopératif, et qui fonctionne plutôt pas mal, sachant que le ministère de la Culture abonde financièrement, je ne saurais pas vous dire le pourcentage, et il y a certaines fondations, la fondation GAN, la fondation BNP, notamment pour l'opéra, le lyrique, qui abondent également ce fonds de soutien. Une autre question? Oui? Est-ce que vous avez une idée du nombre de spectateurs par an en fonction des. Par exemple pour les théâtres de ville et par rapport aux théâtres nationaux ou à la Comédie Française? Vous dites que c'est les théâtres de ville qui inondent. Oui. Mais parce qu'il y a beaucoup plus de spectateurs. Il y a beaucoup plus de théâtres de ville que de scènes nationales ou de centres dramatiques nationaux. Honnêtement, je ne pourrais pas vous dire en nombre de spectateurs, mais il est logique qu'il y ait plus de spectateurs qui fréquentent les théâtres de ville que les autres types de structures. Parce qu'ils sont plus nombreux, tout simplement. Oui, mais c'est quand même en général des spectacles beaucoup, il y a moins de publicité, il y a moins de spectateurs à chaque fois. Ça dépend. Moi, je peux vous dire qu'au théâtre de Poissy, il y a 1000 places. J'ai un taux de remplissage entre 65 et 70% suivant des spectacles. Et pour certains spectacles, comme là, je vais avoir le Carmen en danse de Carlos Saura, chorégraphie de Carlos Saura, j'ai plus une place à vendre, j'ai 100% de recettes. Donc c'est très fluctuant en fonction de la nature des spectacles. Ce qui marche très fort sur le plan purement de la rentabilité financière depuis une quinzaine d'années, et ce n'est pas par hasard qu'on en voit éclore de plus en plus, c'est l'humour. Les one-man shows humoristiques, garçons ou filles. Mais du reste, les producteurs qui produisent ce genre de spectacle sont en train de tuer la poule aux œufs d'or. Parce que pour un Gad Elmaleh qui remplit tous les Zéniths de France ou une Michel Bernier qui remplit tous les théâtres de France de minimum 2000 places, il y a 50 petits jeunes, et je dis ça avec beaucoup d'affection, qui font 3 personnes dans la salle. C'est-à-dire les gens commencent à saturer de ce type de spectacle-là. Non, je ne sais pas répondre à votre question. Ce dont je suis certain, c'est que les théâtres de ville, et c'est logique, puisqu'ils sont les plus nombreux, sont ceux qui font le plus gros travail d'action culturelle en direction des publics nouveaux. Par exemple, c'est nous qui allons dans les écoles, alors même si eux, ils vont aussi, les autres, dans les écoles pour parler et pour travailler avec les enseignants sur les primaires, les collèges et les lycées. Est-ce que quand vous étiez au lycée, vos enseignants, et souvent les profs de français, vous ont emmené voir des pièces ou pas? Oui ou non? Voilà. C'est nous qui travaillons aussi, et c'est compliqué, sur les personnes dites âgées ou 3e ou 4e âge, parce qu'elles ont un pouvoir d'achat. C'est nous qui travaillons sur des publics plus difficiles qui sont ce qu'on appelle pudiquement dans les quartiers, parce qu'il faut réussir à les faire venir dans des lieux qu'ils considèrent n'étant pas des lieux de culture pour eux. D'où en partie la création des SMAC, scènes de musiques actuelles, où là on arrive à récupérer ce genre de public. Voilà.
Mais en chiffres, je vous dirais une énorme bêtise, donc je préfère pas dire de chiffres. Oui? Alors en fait, dans chacune des catégories là, que vous avez décrites, on peut jouer de l'opéra, du théâtre, un one-man show, etc. Absolument, sauf peut-être celle-ci, parce qu'elle fonctionne, je vous l'ai dit, à partir d'un projet artistique. Mais c'est pas parce que Beson, par exemple, qui est pas loin d'ici, est un plateau dense, c'est-à-dire dont la mission première est d'avoir un projet artistique autour de la danse et de toutes les danses contemporaines, qu'ils n'ont pas le droit de programmer Michel Boujna pour un humour ou Morane pour de la variété. Ils ont parfaitement le droit. C'est juste que dans leur programmation, il y a forcément un beaucoup plus gros pourcentage pour ce pourquoi ils ont été conventionnés. C'est pour ça que ça s'appelle des scènes conventionnées, c'est-à-dire leur projet artistique initial. Ça répond à votre question? C'est un choix soit du programmateur, soit des conseils d'administration du théâtre. Ce n'est pas une obligation, mais ce n'est pas non plus un interdit. Moi, j'ai à cœur, dans la plaquette que je vais laisser, j'en ai malheureusement pas pour tout le monde, mais vous pourrez aussi aller sur Internet voir où est-ce que ça se passe. J'ai à cœur au Théâtre de Poissy d'avoir une programmation très éclectique. Mais je tiens compte de l'histoire du lieu. Je ne sais pas si je vous l'ai dit à vous ou si c'était à ceux de ce matin, ce lieu, pendant 18 ans avec l'ancien directeur, a été un lieu de baroque, de musique baroque. C'est à vous que j'en ai parlé? Non. Donc pendant 18 ans, ce lieu a été l'un des piliers de la musique baroque et opératique dans l'Île-de-France. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à l'époque, il y en avait peu. Est-ce que William Christie, ça vous dit quelque chose? Oui? Oui, les Arts Florissants. Et c'est grâce à cet homme et à sa compagnie qui s'appelle les Arts Florissants qu'il y a pratiquement une trentaine d'années maintenant, le baroque a réussi à percer en France. C'était resté une musique extrêmement élitiste, extrêmement dont on se chuchotait quasiment les programmations entre deux portes pour éviter que les autres entendent. Moi, je les appelle la secte des baroqueux, les gens qui aiment le baroque. Et je dis ça avec tendresse parce qu'il en faut, c'est bien. Et grâce à ce grand artiste, qui est un monsieur qui doit avoir entre 70 et 80 ans maintenant, il a permis de faire en sorte que la musique baroque soit irriguée en France. Mais il y a 30 ans et il y a 20 ans, donc le directeur dont je vous parle, il est parti il y a 2 ans, puisque je le remplace, mais il y est resté 18 ans. Il y avait très peu de lieux en France qui faisaient de la musique baroque. Il y avait, ici dans le Val d'Oise, il y avait l'abbaye de Royaumont, le festival de Pontoise, ça se touche, hein, enfin c'est de Cergy, Pontoise. Il y avait, alors c'est plus dans le Val d'Oise, il y avait à Versailles, au théâtre de Versailles, mais pas le théâtre royal de Versailles qui vient d'être réouvert il y a 2 ans. Il y avait le festival de Sablé dans la Sarthe, dont le directeur a été un fan de William Christie et qui vient de prendre Jean-Baptiste Meunier, vous l'avez peut-être connu, parce que je vois que vous aimez le baroque apparemment, ou vous avez été initié au baroque. Jean-Baptiste Meunier qui a fait venir des troupes du monde entier de baroque dans un trou paumé qui est Sablé-sur-Sarthe. Je crois que s'il y a 5000 habitants, c'est le maximum. Il en a fait un haut lieu du baroque. Voilà, il y avait 5-6 lieux en France comme ça, ce qui fait d'ailleurs que quand on va dans un lieu où il y a du baroque, une programmation baroque, c'est très rigolo, parce qu'il y a 20% de Français et 80% d'étrangers. Les gens qui aiment le baroque font 500, 600, 700 km pour aller voir Jarouski, le grand contre-ténor, chanter toute une soirée, même si c'est dans une église paumée au fond de la Vendée. Oui, oui, il y va, en Vendée. Et donc, fort de l'histoire de ce lieu, quand j'ai repris la direction il y a un peu plus d'un an, un peu plus d'un an, j'ai évidemment tenu compte de l'histoire de ce lieu. Donc cette année, il y a du baroque, et l'année prochaine, il y aura aussi du baroque, plus 4 opéras, parce que je tiens compte aussi de mon histoire. Je suis quand même metteur en scène d'opéra, j'en ai monté 8,
Et j'ai travaillé autour de l'opéra pendant 13 ans, donc j'ai envie de refaire naître de l'opéra scénique, et pas simplement chanter, sur cette scène. Mais j'ai une programmation où j'ai de l'humour. J'avais Anthony Cavana pour ouvrir la saison. J'ai une programmation où j'ai de la variété. L'année prochaine, je vais avoir Morane et Patrick Fiori. C'est vraiment large comme variété. Cette année, j'ai Michel Delpech. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Visiblement, non. Michel Delpech, ça vous dit rien? Demandez à vos arrière-parents, à vos grands-parents. Non, mais à vos parents, tout simplement. Donc j'ai d'autres. Et puis j'ai des théâtres, du théâtre, des choses qui ont été plébiscitées à Paris par les Molières, mais des choses qui sont aussi de la création, puisque j'ai mis en résidence de création 2 compagnies, l'une de baroque, qui s'appelle l'Arpeggiata, je ne sais pas si vous la connaissez, Christina Pluhar, qui est une des plus grosses compagnies baroques européennes, et puis une compagnie de théâtre de trentenaires, qui s'appelle les Productions du Sillon, et qui font un théâtre très contemporain, avec une écriture très contemporaine, qui parle de choses d'aujourd'hui, autour des thèmes sur l'entreprise ou sur d'autres choses comme ça. Donc j'ai décidé de faire une programmation éclectique, mais en tenant compte de l'histoire du lieu qui est éminemment musicale, lyrique, musicale classique, lyrique et baroque. Si je vous donne un mot, est-ce que vous êtes capable, comme ça, instinctivement, de me dire ce que ça vous suggère? Vous êtes prêts à ce petit jeu-là? Oui? Il nous reste 10 minutes, un quart d'heure. Créativité. Imagination. Vous qui avez passé votre temps sur votre portable, créativité, ça vous dit quoi? Ah, d'accord, ceci explique cela. Excusez-moi. Créativité. Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne vois pas. Originalité. Alors, vous avez dit quoi, vous? Imagination, originalité. Enthousiasme, c'est bien. Content de l'entendre, celui-là. Oui? Ensuite? Comment? Plus fort. Technologie, tout à fait. Qui est-ce qu'il a dit? Inspiration, très bien. Idée. Changement, parfait. Est-ce que tous ces mots-là participent de la programmation de ce que vous êtes en train de faire ici à l'ESSEC, à votre avis? Je récapitule tout depuis le début? Est-ce que ces mots-là correspondent à ce que vous faites, d'après vous, à l'ESSEC? Oui ou non? Ça dépend s'il y a du vent. Non? Qu'est-ce qui manque pour que cette créativité soit inscrite dans votre programme? Allô? Ne quittez pas. Vous n'avez pas un peu de créativité pour me répondre? Allez-y. De l'enthousiasme. Oui. Je confirme. Ensuite? Non. Un peu d'imagination aussi, on l'a dit. Qu'est-ce que vous attendiez de cette heure et demie passée avec quelqu'un comme moi sur la créativité et le théâtre? Qu'est-ce que vous espériez? De quoi vous aviez envie? La créativité dans la création, dans l'écriture des pièces théâtrales. D'accord. Donc on parle davantage de la notion d'écriture. OK. Et puis, on va y venir. Et puis? Oui? D'accord. Je ne suis pas sûr de comprendre, mais je vais essayer de répondre. Oui?
D'accord. Oui? Afin de créer, qu'est-ce que vous observez tous les jours? D'accord. Ça rejoint un peu l'interrogation du jeune homme. Alors, comment on fait pour mettre en scène? Il y a plusieurs types de metteurs en scène. Moi, je fais partie des metteurs en scène qui fonctionnent par image. C'est-à-dire quand je lis un texte d'écriture classique ou contemporaine, moderne, soit j'ai des images qui me viennent en 3D dans ma tête, soit j'en ai pas. Si j'en ai pas, je pose et je dis je ne peux pas mettre en scène. Si j'en ai, mon propos à moi, c'est d'essayer de faire en sorte que les images que j'ai eues en lisant le texte contemporain ou classique soient celles que le spectateur verra en 3D lorsqu'il viendra voir le spectacle, et en couleur. C'est-à-dire, personnellement, je ne peux pas travailler autrement. Il y a des tas de metteurs en scène qui travaillent autrement. Par exemple, ils partent du texte, et uniquement du texte écrit. Et ils font ce que je viens de faire avec vous, avec leurs comédiens, en disant, voilà, tu lis cette phrase et tu me l'exprimes corporellement pour que je vois comment toi, tu la ressens. À quel endroit de la phrase tu vas mettre telle intention, telle émotion, tel mouvement. Et qui, une fois qu'ils ont ce matériau visuel qui vient de l'acteur, vont, comme un puzzle, mettre en place les différentes parties des différents comédiens qui auront fait ce qu'ils auront fait pour créer quelque chose de cohérent. C'est une autre façon de faire. Il y a une troisième catégorie de metteurs en scène qui, eux, ont tout dans la tête du début à la fin. C'est-à-dire qu'ils savent exactement ce qu'ils veulent faire à chacun des personnages, mais physiquement. Le rôle de Olivier dans la pièce Créativité de théâtre à l'ESSEC, le metteur en scène dit, il va faire 1, 2, 3 pas pour arriver au port du proscénium. Puis là, il va se tourner vers sa gauche. Il va regarder la jeune fille et il va parler à la jeune fille comme si... Voilà. C'est-à-dire que pour eux, ces metteurs en scène-là, tout doit être extrêmement codifié. Ce qui laisse peu de place, pour le coup, à la créativité des acteurs. Mais en même temps, comme ils sont extrêmement verrouillés, on pourrait dire, par ce choix de parti pris de mise en scène, à l'intérieur de leur propre personnage, là, en revanche, ils ont tout le choix créatif qu'ils veulent, dans l'expression qu'ils veulent donner à leur personnage. Donc voilà, en voilà 3 sortes de metteurs en scène. Il y en a sûrement plus. Moi, je participe de la première sorte, c'est-à-dire que j'ai besoin d'avoir des images en couleur, et avec ces images en couleur et les comédiens, je vais essayer de reproduire ces images en couleur et de reconstituer moi aussi mon puzzle avec le décor, la mise en espace des corps, le texte et ce que je souhaite que le public en comprenne. Et là, on arrive à une 4e notion qui est pour moi fondamentale, et c'est pour ça qu'on peut effectivement reprendre des textes qui ont été écrits il y a longtemps et qui ont été joués déjà des centaines de fois, on peut les reprendre autrement. On arrive à la notion de parti pris. Qu'est-ce que je souhaite que le spectateur reçoive, entre guillemets, on va dire, comme message, comme émotion, comme intention, en montant Le bourgeois gentilhomme de Molière. Je cite cette pièce parce qu'en ce moment, à l'heure où je vous parle, là en janvier, il y a 4 bourgeois gentilshommes qui vont sortir sur les scènes françaises. Enfin, je sais qu'il y en a 4, il y en a peut-être plus. Avec 4 metteurs en scène extrêmement connus. Et tous les 4 ont choisi un parti pris de mise en scène radicalement différent. Marcel Maréchal, dont je parlais tout à l'heure, c'est le cirque. Il considère que M. Jourdain, le bourgeois gentilhomme, est d'abord un clown. Donc toute sa mise en scène va tourner autour du thème du cirque. Pourquoi pas? D'autres metteurs en scène considèrent que M. Jourdain est quelqu'un d'extrêmement malade, au sens malheureux du terme. Et que c'est pour ça qu'il essaye de passer au-delà de sa névrose,
qui veut apprendre à danser, qui veut apprendre à compter, qui veut apprendre à écrire en vers, et qui finit par tomber amoureux d'une femme dont il sait pertinemment qu'elle lui est pas destinée. C'est un autre parti pris. Mais évidemment, la pièce de théâtre et les personnages vont, vous, public, vous parvenir différemment. Et ça rejoint l'interrogation de la demoiselle qui concerne la notion managériale d'une mise en scène ou d'un opéra. C'était ça la question. Il n'y a pas de méthode là écrite, inscrite dans le marbre. En revanche, ce qui prime à mes yeux, c'est de regarder le corps de l'autre. Si vous dites à un comédien ou à une comédienne de faire quelque chose sur scène, dans son rôle, que vous lui expliquez pourquoi, je voudrais à ce moment-là que tu joues Roméo et Juliette, tu es Roméo, je voudrais que tu embrasses Juliette. Et que Roméo me dise, le gars qui joue le rôle de Roméo me dise, excuse-moi, mais là, je ne le sens pas à ce moment-là. Alors, le principe managérial va consister à trouver le moyen de lui faire admettre cette idée comme étant la sienne pour qu'il puisse faire ce qu'on lui demande. Est-ce que je réponds à la question? Voilà. Donc ça relève du corps et de l'intention, là où il s'agit de faire cadrer le désir du metteur en scène que je suis avec ce qu'a écrit l'auteur. L'auteur a écrit Roméo embrasse Juliette. Je monte Roméo et Juliette. Donc il faut bien qu'à un moment donné, j'ai cette action-là qui soit visible. Ou pas. Et si c'est ou pas, ça devient un autre parti pris. Roméo peut s'approcher de Juliette et au dernier moment, Juliette détourne la tête. Mais il faut que ce soit expliqué et dans le texte et dans la situation qui est mise en place. D'où la notion de managérialité, ça se dit? De management. Merci. J'ai essayé de répondre aux 3 questions en même temps parce que c'est finalement assez groupé. Il y a, depuis pas très longtemps, je dirais moins de 10 ans, au Conservatoire national supérieur d'art dramatique, une classe de mise en scène. Donc c'est assez récent. Ça n'existait pas avant. Alors comment on devenait metteur en scène? Très souvent, d'abord en ayant été comédien, un certain nombre d'années, et puis ensuite, en ayant demandé à des metteurs en scène d'être leur assistant. Alors assistant à la mise en scène, ça consiste d'abord à porter des cafés. À porter les robes dans les costumes ou les robes ou les pantalons des costumes dans les loges. Enfin, à faire tout ce qu'il y a de plus chiant, quoi. De moins intéressant, dirons-nous. Vous couperez au montage le mot. Et puis ensuite, on finit par vous donner des responsabilités un peu plus importantes. Par exemple, moi j'ai été metteur en scène d'un monsieur qui s'appelle Jacques Bayon, qui est maintenant un monsieur un peu âgé, mais qui existe toujours sur le marché, comme on dit, puisqu'il c'est l'actuel directeur du Centre national du théâtre, le CNT. Et un jour, Jacques me dit, c'était au théâtre Sylvia Montfort, dans le 15e arrondissement, il montait un spectacle musical avec une comédienne et puis des musiciens de tango argentins. Et il me dit, je ne peux pas être à la répétition de demain, tu vas assurer la répète. J'étais assez jeune, un peu plus vieux que vous, mais pas beaucoup plus, hein. Et d'un seul coup, ça faisait déjà 15 jours qu'on travaillait avec tout le monde, et d'un seul coup, il fallait que j'assume la répétition du lendemain, et donc que je les fasse avancer dans leur travail, que je les fasse progresser, pour pas qu'ils aient le sentiment de perdre leur journée, quoi. Voilà comment on devient metteur en scène. C'est-à-dire d'un seul coup, à un moment donné, il y a quelqu'un qui vous dit « Tiens, il faut que tu fasses ça, parce que moi, je ne peux pas le faire. » Et puis quand il est revenu le surlendemain, on a travaillé donc. Je les ai fait travailler. Et comme j'étais l'assistant du metteur en scène, ils m'ont écouté, alors qu'ils étaient tous beaucoup plus âgés que moi, avec beaucoup plus d'expérience que moi. Et quand on est revenu le lendemain tous ensemble, Jacques m'a regardé ce qu'on avait fait l'après-midi sur scène. Je leur ai dit, montrez à Jacques ce qu'on a fait. Et il m'a regardé, il m'a dit, ouais, c'est pas mal. Et il a repris derrière. Il a nourri derrière de son propre travail, de sa propre mise en scène,
tout en tenant compte de ce qu'on avait fait tous ensemble. Voilà comment on devient un metteur en scène. Donc il n'y a pas, sauf depuis, je vous dis, moins de 10 ans, d'école, il y a une classe au Conservatoire national supérieur d'art dramatique à Paris, de mise en scène, à ma connaissance, en tous les cas, il n'y en a pas d'autres. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui? Vous avez fait un peu de politique et vous êtes directeur d'un théâtre de ville. C'est quoi votre relation en ce moment avec les politiques? C'est une excellente question. C'est pile poil au cœur du sujet pour un directeur du théâtre de ville. Puisque, alors, petite explication technique. Un théâtre de ville, juridiquement, c'est grosso modo 3 choses possibles. Soit une forme associative, loi 1901, dont vous êtes le directeur, soit une régie municipale, vous êtes employé par la mairie et vous êtes chef d'un service qui est le service théâtre, soit, et c'est mon cas, une régie autonome. C'est-à-dire que la régie autonome a une présidente de conseil d'administration, il y a donc un conseil d'administration, ce sont eux qui m'ont choisi comme directeur. Ils ont reçu 60 dossiers, ils en ont gardé 6 et j'ai eu la queue du Mickey. Donc je suis arrivé. Et ce n'est donc pas le maire qui m'a choisi. Sauf que la subvention, elle vient de la ville. Le budget du théâtre de Poissy, c'est 1,2 million. La subvention, c'est 800 000 €. Vous voyez qu'on est quand même un tout petit peu inféodé par rapport à l'argent que donne la ville. Le reste, c'est soit le conseil général, soit les recettes. Donc comment on fait pour ménager la susceptibilité des gens qui sont dans le conseil d'administration, dont certains sont des élus de la municipalité, de la majorité donc proche du maire, pour faire en sorte que le maire soit content de la façon dont son théâtre va travailler en direction de son public, c'est-à-dire les gens de Poissy en priorité, puisque ce sont ses électeurs. Faire en sorte qu'on respecte l'identité du lieu, je vous ai longuement parlé de la période baroque, musique classique, et faire en sorte quand même qu'il y ait des nouveaux publics qui viennent dans ce lieu, comme ceux qui aiment l'humour, le jazz, le blues, du théâtre de texte. Eh bien, on fait du management et de la communication en permanence. Il ne s'agit pas d'avoir raison, il s'agit de faire comprendre pourquoi on fait ça et de faire adhérer tous ces gens-là, de qui on dépend, à un projet artistique. Et c'est probablement le plus dur, mais c'est aussi la partie la plus enthousiasmante du métier de directeur de théâtre de ville. Parce que faire de la programmation, ça fait 29 ans que je suis dans le circuit, j'y connais tout le monde, les gens me connaissent dans mon métier, donc même s'ils ne me connaissent pas directement, mais ils savent qu'un tel est un directeur de tel théâtre. Donc, je prends mon téléphone et je sais que je peux avoir tel artiste, tel artiste, tel artiste, telle troupe, etc. Ce n'est pas très compliqué de faire de la programmation. En revanche, faire une programmation équilibrée qui va permettre à des publics nouveaux de venir, qui va convenir au maire parce qu'il va se dire qu'il y a des gens de sa ville qui vont venir, donc il va être content, donc il va voter pour lui, qui va convenir aux 12 personnes membres du conseil d'administration, sachant que dans un conseil d'administration, quand il y en a 12 des personnes, ben vous avez 12 programmateurs en face de vous. Vous savez, c'est comme au football. Je déteste le football et j'y connais rien, mais je sais qu'une chose, c'est que l'entraîneur de l'équipe de France, il est forcément nul, puisqu'il a en face de lui 65 millions d'entraîneurs potentiels. Tout le monde est entraîneur de l'équipe de France et a la bonne recette pour que l'équipe de France gagne. Ben, c'est pareil dans un conseil d'administration pour la programmation. Les 12 savent comment il faut faire, sauf que ce n'est pas leur métier. Et je passe mon temps à leur dire que moi, quand je veux manger un bon pain au chocolat, je vais chez un boulanger qui sait faire des bons pains au chocolat. Donc je prends un professionnel du métier. Alors, le fait d'avoir été directeur de cabinet m'aide beaucoup. Parce que pendant 14 mois, ayant été la voix du maire, j'ai appris à comprendre comment les élus fonctionnaient. Ce n'est pas très compliqué, hein.
Il n'y a pas besoin d'avoir fait les secs. Hein. Sachant que j'ai beaucoup de respect pour les élus de notre pays, comme les élus en général, qu'il y a 36 000 communes en France, plus tous les autres stades, strates, l'Assemblée nationale, le Sénat, les conseils généraux, les conseils régionaux. Donc ça fait une multitude d'élus, sans compter les conseillers communautaires. Et que moi, je ne fais pas partie des gens qui tapent sur la tête des politiques ou des élus. Au contraire, c'est des fonctions nobles et c'est pour 98% d'entre eux des gens intègres, honnêtes et qui travaillent au service des autres. Alors il reste 2%. Vous avez vu, j'ai dit 98. Donc les 2%, c'est ceux dont on parle dans la presse et dont on nous sort les casseroles au cul en permanence. Mais ils sont 2%. Il y en a 98 qui travaillent tous les jours pour le bien commun. 98%. Donc c'est pareil quand on est directeur d'un théâtre de ville. On essaye de travailler avec des élus dont je connais le mode de fonctionnement et de faire en sorte que le théâtre fonctionne. La meilleure réponse d'un directeur de théâtre de ville, c'est le taux de remplissage. Si on vous dit « Ouais, mais moi j'aurais programmé ci ou ça », combien de places? J'ai 1000 places. Mon objectif à moi personnel, par spectacle, c'est d'essayer de faire en sorte qu'il y ait au moins 700 places achetées. Des fois, c'est beaucoup plus. Le Carmen, dont je parlais tout à l'heure, la danse, c'est archi complet, il n'y a pas un ticket à vendre. Donc les 1078 places sont bookées. Et puis, j'ai pris des risques sur certaines programmations où j'aurais 600 places, mais entre les 1000 d'un côté et les 600 de l'autre, étalé lissé sur la saison, je vais arriver à mon pourcentage entre 600 et 700 places. C'est la meilleure réponse. J'en connais pas d'autres. Et puis, l'équilibre du budget, évidemment. Est-ce que vous avez une dernière question? Oui? Est-ce que vous n'avez pas un sentiment qu'il y a quand même une inégalité dans la culture entre tous les projets peut-être de culture plus classique qui reçoivent énormément de subventions et des tas de compagnies de créateurs dans des arts assez différents qui reçoivent rien parce que c'est du hip-hop, parce que c'est autre chose. Et puis il y a ça qui est lié au sentiment qu'il faut donner l'accès de la culture classique au plus grand nombre, qui est une idée qu'on peut en mettre en cause, quoi. Oui et non. Je vais répondre par le non d'abord. Non, parce que je pense qu'en France, et comparé, il y a des gens d'origine qui viennent d'Allemagne, d'Angleterre, d'Espagne, du Portugal, de Belgique, des pays nordiques. Aidez-moi, au secours. Non, bon. Bah tant pis, parce que à tous ces gens-là, je leur aurais dit, si vous venez travailler chez nous, au théâtre, hein, dans les spectacles, c'est parce que chez vous, il n'y a plus de subventions. On est l'un des rares pays du monde à réussir pour le moment, on verra jusqu'à quand et de quelle façon, pour le moment, à préserver des subventions qui sont largement distribuées dans tout ce qui est le spectacle vivant. Alors qu'il y ait des inégalités, que la comédie française touche trop, ou les théâtres nationaux touchent trop par rapport aux petites compagnies dont vous parliez, sans doute, peut-être. Sauf que là se pose un problème déontologique. Est-ce qu'on doit, sous prétexte que vous avez monté un groupe de hip-hop dans le Val d'Oise, qui va se produire 5 fois ou 10 fois devant des copains ou de la famille, et peut-être bourré de talent et va réussir petit à petit à gagner son public, vous donner de l'argent tout de suite, ou est-ce qu'on doit faire en sorte que votre créativité, et je retombe sur mes pattes de la raison pour laquelle on était ensemble, créativité, théâtre, faire en sorte que vous montriez suffisamment votre créativité, votre inventivité, votre talent, votre enthousiasme, je crois que c'est vous qui avez employé le mot enthousiasme tout à l'heure, pour qu'enfin, au bout de quelques temps, on vous dise « Ok, vous avez la niaque », ça je ne sais pas traduire la niaque, hein, vous vous débrouillez, vous avez la pêche, vous avez l'énergie, on va vous aider. Je ne suis pas ministre de la Culture, je ne peux pas faire la réponse. Ce dont je suis certain, et je terminerai là-dessus, c'est que on est pour le moment le seul pays du monde, là encore,
à avoir cette particularité d'avoir un ministère de la culture et tout ce qui est décentralisé, c'est-à-dire les directions régionales des affaires culturelles, a tenté de préserver un terreau culturel pour le plus grand nombre. C'est la synthèse de Jean Vilar, qui voulait un théâtre populaire pour tous, et de Antoine Vitez, qui voulait un théâtre élitaire pour tous. Et pour le moment, même si les budgets se restreignent considérablement, ça existe encore. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question ou si c'est ce que vous vouliez entendre, mais c'est ma réponse. Je termine juste en vous souhaitant une très très bonne année 2012 avec, je voulais dire, avec plein d'amour, plein de rire et plein de spectacles. Bonne année à vous et merci.